C'est peu de gens, mais qui m'ont vraiment donné une confiance, incroyable et en fait, j'avais le sentiment que si eux, ils disaient que c'était OK, j'avais pas à me poser de questions. Bonjour et bienvenue sur Ose Story, le podcast vérité de ceux qui ont osé. Je suis Camille Chevillard, infirmière depuis 20 ans et fondatrice de l'espace bien-être lyonnais La Colonie depuis 18 mois environ. Je suis depuis toujours passionnée par le dépassement de soi, les expériences transformationnelles. L'idée de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre des audacieuses et audacieux, ceux qui osent, qui s'autorisent, qui tentent une bifurcation sur leur trajectoire de vie, sans savoir si le nouveau chemin sera vraiment praticable. Je souhaite recueillir ici l'histoire du comment et pourquoi ils ont osé, soit une expérience isolée, type thérapie, soit un challenge, soit un changement d'environnement, ou encore un changement de mode de vie, ou une réorientation pro. À travers des témoignages que je souhaite drôles, émouvants et croustillants, nous évoquerons le déclencheur, les peurs, les inconforts, les râteaux, les ressources, les leviers activés pour enclencher et maintenir un nouveau cap. Et peut-être vous fournir à vous aussi la boîte à outils de votre propre Ose Story. Tellement heureuse de recevoir Laurent Marchand aujourd'hui. Laurent est coach, auteur, conférencier, scénariste et surtout le créateur du mouvement Tout est possible. Donc j'en parle souvent ici de ce programme de coaching transformateur de 9 mois auquel j'ai participé pendant 3 ans et qui a été pour moi une véritable révélation, un peu le générateur de mes autorisations à oser. Donc dans TEP, on apprend le processus de matérialisation, ou en fait comment utiliser l'énergie pour vivre tout ce qu'on veut vraiment, et bien sûr les ingrédients nécessaires à sa mise en place. Donc la responsabilité, la paix, la respiration, la métaposition, l'observation honnête de nos fonctionnements. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'attention, je suis dithyrambique sur le sujet. Mais soyons clairs, je le dis une fois pour toutes, si vous sentez que vous manquez d'audace pour vivre votre vie avec un grand V, Tout est possible est vraiment le premier programme que je vous recommande. Laurent a eu 1000 vies professionnelles. Comédien, clown, scénariste ciné et télé, business des tout premiers jeux vidéo sur téléphone mobile, import de mobilier asiatique, bras droit d'un homme d'affaires puissant. Donc vous imaginez bien que pour passer de businessman à coach et conférencier connu et reconnu, il faut en oser des choses. Donc c'est un peu sur les premières fois de Laurent dans ce grand monde du dev perso que je voudrais revenir aujourd'hui. Salut Laurent, merci de m'avoir trouvé un peu de place dans ton emploi du temps pour cette interview. Bonjour Camille et merci Camille de me recevoir dans ton podcast. Avec plaisir, je suis trop contente. Alors, après des années de business en tout genre, comment te vient l'idée ou l'envie d'accompagner des gens? En fait, je suis absolument pas sûr que j'ai eu envie d'accompagner qui que ce soit. Je pense que j'étais dans une hyperactivité, qui avait surtout pour mission de masquer, la vie de merde que j'avais, tu vois? En fait, pour refaire l'historique, donc je suis un gamin de cité, je pense que je suis né dans un milieu qui était vraiment pas fait pour moi, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps à avoir peur et donc du coup, j'ai développé un contrôle, l'énergie du contrôle et en fait, j'ai grandi avec ça. Il faut absolument que, je dois absolument, il faut. Donc j'étais une sorte de dictateur avec moi-même et en fait, j'avais vraiment envie, c'était la première chose que je voulais faire, c'est sortir de ce milieu-là et donc je bossais comme un âne parce que j'imaginais qu'avec, l'argent, je pourrais quitter ce milieu et me sentir un petit peu plus en sécurité et donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup mais le contrôle, ça a, pour, pour bénéfice de plutôt te pousser au job, mais pour, inconvénient de te créer des relations, absolument terribles avec les gens. J'étais vraiment, exécrable, j'étais exigeant, enfin voilà quoi, c'est exécrable. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où tout était tellement horrible, les relations étaient tellement tendues avec les gens. Alors c'était pratique, pendant longtemps, je les ai accusés, eux, d'être le problème dans ma vie. Mais à un moment donné, je me suis dit quand même, si tu es un peu honnête avec toi-même, tu es vraiment au centre de tous les emmerdements de ta vie. Donc il y a un moment donné où si c'est pas toi le problème, voilà, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir à partir de cet angle-là. Et puis évidemment, parce que j'étais prêt à ça, j'ai rencontré des gens qui m'ont, enfin surtout une personne qui m'a ouvert les portes
de quelque chose qui était pour moi extrêmement compliqué à assumer, puisque moi, je suis pas issu d'un monde où on considère que les psys sont des gens importants. Pour moi, enfin pour ma famille, c'était tout ça, c'était des gens qui jouaient avec le cerveau des autres, et le développement personnel encore plus. Pour moi, tout ça, c'était New Age, c'était des gens qui fumaient de la drogue dans des champs de coquelicots. En fait, je lui ai rendu un service. Il me dit, moi, je vais te rendre un service si tu veux. Viens, on va faire un exercice, machin. Et j'ai accepté de faire un exercice de respiration avec lui. Et en fait, on a commencé à parler, on a commencé à respirer. Et rien que cette séance a été tellement, tellement, tellement soulageante pour moi que je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc? Il faut absolument que je recommence. Et en fait, j'ai démarré avec lui un travail de développement personnel à partir du Rebirth. Et en fait, on a bossé ensemble, et en fait, on a travaillé ensemble quasiment pendant 5 ans. C'était non-stop, c'était tous les 15 jours, je bossais comme un âne. En même temps, je lisais des dizaines, des dizaines, des dizaines de livres de développement personnel, et je trouvais ça absolument, absolument génial. Et je voyais que je faisais des sauts quantiques entre chaque rendez-vous. C'est juste incroyable. La relation avec ma fille, la relation avec moi-même, je me sentais plus tranquille. Je trouvais des options pour lâcher un peu l'énergie. Enfin bref, c'était tellement énorme. Je me suis dit, ce truc est absolument génial. Et comme j'ai vu que ça a quand même, sur quelques années, sur 2 ans, 3 ans, ça a totalement changé ma vie, ma relation avec les autres. Tout était beaucoup plus calme, je me sentais mieux. Enfin bref, je me suis dit, c'est pas possible que les gens soient pas au courant de ça, quoi. Et je savais que, bah voilà, moi je viens d'un milieu où les gens se tirent des balles dans la tête parce qu'ils en peuvent plus. Un copain, son père, il est venu se suicider dans le salon. On était en train de faire une boum, il est arrivé, il nous a tous virés, il s'est tiré une balle dans la tête. Donc c'était un milieu où je me disais, mes potes doivent connaître ça. Et donc du coup, j'ai pas eu envie d'accompagner qui que ce soit. J'ai eu envie de mettre sur Internet une solution, et notamment une solution pour gagner de l'argent, parce que c'est la première, la première thématique sur laquelle j'ai travaillé, parce que moi-même, j'avais réussi à vraiment changer totalement mon niveau de vie. Et puis tout ça, enfin la méthode a été validée par un homme d'affaires, donc voilà, que j'ai accompagné pendant plusieurs années, qui qui a pris connaissance de ce programme et qui a dit, oui, en fait, c'est du bon sens. Et je lui dis, bon, en fait, si toi, tu penses que c'est du bon sens, ça veut dire qu'il faut absolument que tout le monde le lise. Et, euh, et donc, j'ai mis ça sur le net, mais pour que les gens le fassent, en fait. J'avais pas l'intention de coacher qui que ce soit. Moi, j'ai mis juste une sorte de livre à destination de ceux qui avaient des problèmes d'argent, pour qu'ils arrêtent de chercher l'argent, mais plutôt qu'ils se concentrent sur quelle conscience j'ai des choses. Est-ce que j'ai une conscience de pauvreté parce que je suis né avec et parce qu'on m'a formé à ça, ou est-ce que j'ai une conscience de richesse? Et c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai rien fait d'autre. J'avais pas l'intention de coacher qui que ce soit. Du coup, pas de problème de légitimité, puisque en fait, tu allais juste partager, quelque chose qui avait fonctionné pour toi? Bah oui, c'est ça. En fait, j'ai fait ça assez souvent dans ma vie. À chaque fois que j'ai trouvé des solutions, je l'ai fait. Donc, prendre un tout autre exemple, je l'ai fait avec. Je me suis rendu compte que mon agence immobilière m'arnaquait tous les mois sur ma quittance de loyer. Et que ça faisait des mois et des mois et des mois que je payais des charges que je n'avais pas à payer. J'en ai parlé à tous mes voisins me disent, ah ouais, nous aussi on paye ces charges-là. Je me renseigne sur Internet, et puis je discute avec un avocat que je rencontre qui me dit, moi je suis spécialiste de l'immobilier. Je lui dis, écoute, ça, est-ce que c'est normal? Il me dit, ah non, ça c'est pas normal du tout. Et à l'échelle de ton immeuble, ça fait beaucoup d'argent à arnaquer chaque mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté plainte contre l'agence, je suis allé au tribunal avec l'agence, j'ai gagné, j'ai récupéré le procès verbal où ils me remboursaient mes frais, etc. Et je l'ai distribué dans toutes les boîtes aux lettres, en leur disant, voilà, vous avez juste à faire ça, 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 ça et ça. Donc certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. Et après, j'ai pris ça et je l'ai mis sur Internet, parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui se faisaient arnaquer pour ce truc-là. Donc moi, en fait, c'est ça. Je me dis, si tu as une solution, partage-la. Tu vois. Et donc, je l'ai fait pour plein de choses différentes. Mais voilà, là, en l'occurrence, pour moi, c'était plus important parce qu'il s'agissait vraiment de permettre à des gens de trouver des solutions dans des situations qui étaient vraiment difficiles. Donc voilà, ça c'était. Mais voilà, après, et ben, chemin faisant, je me rendais compte que certaines personnes arrivaient vraiment à travailler avec le programme en ligne. Pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile. Il leur fallait plus de liens. Donc, j'avais des échanges avec eux. Au départ, les échanges, c'était pour améliorer le programme de base.
C'est-à-dire que tous les concepts qui n'étaient pas compris, bah, du coup, ça me permettait de reprendre les chapitres, de les étayer pour que ce soit plus clair pour les prochains. Et, euh, et après, il y a eu des gens qui ont commencé à dire, ouais, mais justement, tu fais pas du coaching et tout. Moi, j'avais pas envie de ça. Mais par contre, je me suis dit, tiens, un jour, je prendrai une demi-journée, j'irai à Paris et on se verra. Tous les clients qui ont envie qu'on se voit et on travaille sur ça. Et donc, j'ai commencé à organiser des ateliers, pas du tout de coaching, des ateliers. Et puis après, je me suis dit, effectivement, il y a des gens qui sont à l'aise, très à l'aise avec le programme en ligne, d'autres très à l'aise dans le travail collectif en présentiel. Mais il y a certaines personnes avec lesquelles il faut se concentrer. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des séances individuelles, mais pas pour les coacher, vraiment pour leur expliquer un petit peu mieux les choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre quand on n'était pas en face à face. Mais moi, je travaillais effectivement sur cet outil-là, et puis il se trouve que cet outil-là m'a donné des idées pour un autre outil qui était la gestion du poids. Non, moi, j'étais pas du tout concerné, mais je voyais bien qu'en fait, justement, dans le programme d'accompagnement à la réussite, certaines personnes m'envoyaient enfin pas mal de retours. C'était et en plus j'ai perdu 9 kilos et en plus j'ai perdu 12 kilos. Donc j'ai essayé de trouver quels étaient les rouages dans le programme qui faisaient ça. J'ai travaillé dessus, j'ai pris des cobayes, j'ai bossé pendant 2 ans sur un programme et après j'ai commencé à accompagner sur les problématiques de poids, sur l'anorexie, etc. Mais toujours pareil, moi je travaille sur quel est le rouage, comment s'articule l'outil et comment tu peux l'appliquer. C'est ça qui m'éclate. Comment tu fais pour diffuser ce programme d'accompagnement à la réussite? Parce que tu as pas encore un nom dans ce domaine, comment tu trouves tes clients, en fait? Comment tu fais pour que ça buzz? En fait, je pense que je pense que l'intérêt que j'ai eu à ce moment-là, en tout cas l'avantage que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'étais totalement innocent. Alors moi, j'ai une grosse carrière dans le marketing direct, mais vraiment très grosse carrière dans le marketing direct. J'ai fait énormément de choses avec énormément de succès, donc je sais communiquer, on va dire. Mais là, je ne pensais pas le lier au marketing direct. Là, j'ai créé un site internet avec un type qui l'a développé en Java. Donc, si les gens connaissent, ils savent bien que c'était pas le meilleur moyen. Tout était encapsulé, c'était impossible de faire du référencement avec ça. Enfin bref, j'avais un site. En tout cas, sur ce site, c'était possible de, de télécharger le programme. Après, j'en ai fait un autre site, évidemment bien plus important et bien plus développé, dans lequel j'avais effectivement la possibilité d'avoir les contacts clients, d'envoyer des mails automatiques, etc. Mais dans un premier temps, c'était un petit site à partir duquel on pouvait payer sur PayPal et télécharger le programme. Mais il se trouve que une personne a acheté ce programme au Québec et a trouvé ça tellement génial qu'elle en a parlé à Annie Laforêt et Pierre Abraham, qui avaient Conversation Papillon à l'époque, et qui diffusaient des conférences en ligne. Donc, il faut voir qu'à l'époque, on était, je crois, devait être sur le développement personnel vraiment pur et dur, on devait être 2 ou 3 en francophonie, sachant que les deux autres, c'était des Québécois. Et en fait, eux, ils avaient déjà développé des choses qui étaient beaucoup plus dans la spiritualité. Et là, en fait, ils ouvraient un site, Conversation Papillon, sur lequel on pouvait trouver des conférences à peu près sur tous les sujets, que ce soit business, il y avait beaucoup de business, beaucoup de marketing, il y avait quelques interventions en développement personnel. Et donc, ils m'ont demandé, voilà, si c'était OK de faire des conférences. Alors, pour tout dire, cette femme qui a fait mon programme, elle m'a dit, tu devrais les solliciter. Donc, moi, j'ai envoyé un mail en disant, bah voilà, je fais des conférences. Alors, j'ai jamais fait de conférences de ma vie. Je fais des conférences sur tel ou tel thème. Et en fait, ils m'ont dit, non, non, mais en fait, on sait ce que tu fais puisqu'elle nous en a parlé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, tu sois avec nous et qu'on parle de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et en C'est fait, ils génial. m'ont vraiment pris sous leur aile. Et ça a été un bonheur pour moi de faire les conférences avec Annie et Pierre. Pierre était toujours là pour m'accompagner dans les conférences. C'était lui celui qui faisait l'introduction, etc. Et je me sentais véritablement en famille. J'avais le sentiment d'être pas forcément reconnu, mais accompagné par des gens qui s'y connaissaient et qui me présentaient à leur public en disant voilà, Laurent, il fait ça et tout. Et je me sentais super honoré. Je me disais, bah, parce que je suis comme ça aussi, je me disais, il faut que ce soit absolument génial. Si ces gens m'ouvrent la porte, alors il faut que ce soit absolument extraordinaire. Et donc, du coup, je mettais toute mon énergie pour balancer des conférences où on rit, où on pleure, où on vit des choses. C'était vraiment génial. Et pendant plusieurs années, j'ai fait ça avec eux. Et après, on m'a demandé de faire des conférences en présentiel, beaucoup en Belgique.
Parce que les Belges ont une sorte d'appétence pour ça et c'est franchement un public que j'adore. Et il y a une sorte de décontraction à accepter l'information qui est juste géniale. Après, en Suisse et puis beaucoup en France aussi. Et puis après, je suis allé aussi au Québec. Mais, euh, mais voilà, j'ai démarré avec eux par des conférences. Et donc forcément, bah, ça faisait du trafic sur mon site et puis ça faisait de plus en plus de ventes. À un moment donné, je vendais, je sais pas, peut-être 7 8 programmes par jour avec les conférences et c'était juste dingue. Et puis à un moment donné, j'ai été contacté par Caroline Dubois, qui était la première à faire des sommets en ligne. Elle faisait le sommet de la réussite. Et en fait, elle m'a demandé si je voulais y participer. Pour moi, c'était un honneur incroyable d'être au milieu de tous les autres, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai fait le sommet avec elle. Puis après, je l'ai fait 5 6 années de suite. Et ça m'a aidé aussi à beaucoup de décoller. C'est vraiment, c'est peu de gens mais qui m'ont vraiment donné une confiance incroyable. Et en fait, j'avais le sentiment que si eux, ils disaient que c'était OK, j'avais pas à me poser de questions, tu vois. J'avais pas à me poser. Il fallait délivrer. Super, ça répond parce que je me disais un petit peu, tu as pas un petit peu peur quand on te propose des choses comme ça que tu as jamais fait? Et finalement, c'est le témoignage de la confiance des autres, c'est un levier pour, dépasser ta peur, ça? Bah, en fait, déjà, j'ai pas peur de la conférence, j'ai pas peur de la caméra parce que ça a été quand même mon métier. Ouais. Je sors du conservatoire d'art dramatique, j'ai fait de la télé, j'ai fait du cinéma. Donc, j'ai pas peur de la caméra. J'ai pas peur de parler tout seul devant un public, devant une audience. Donc, tout ça, c'est pas des choses qui m'ont terrorisé. Ça veut pas dire que j'avais pas forcément le trac. Évidemment, il y a des moments où, quand tu fais une conférence devant 1 500 personnes, ou une fois, j'ai fait une conférence en ligne, il y avait 12 000 personnes. Je vais te dire que là, tu te dis, mais bon, j'ai plus peur que la technique tienne pas. Et puis avec Pierre et Annie ont créé des événements pour moi. Donc, c'est-à-dire, ils ont considéré ma conférence comme un événement. Et donc, ils avaient déjà réuni peut-être 6 000 7 000 personnes. Ouais. Et franchement, donc voilà, j'ai été baigné là-dedans comme si c'était un standard. Donc, j'ai pas. Voilà. Euh, et puis surtout, je me pose pas véritablement cette question parce que moi, ce que je me dis, voilà, il va y avoir peut-être 12 000 5 000 10 000 personnes derrière l'écran. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre en 1 heure de temps? Qu'est-ce qu'ils doivent véritablement comprendre, apprendre, intégrer en 1 heure de temps? Donc, ça me laisse pas tellement de temps pour réfléchir à moi. Est-ce que, tu vois, voilà, quoi. Il y a des gens qui appellent ça le syndrome de la braguette ouverte, c'est genre la peur qui est liée à la représentation quand tu fais des conférences en présentiel. tu, tu connais ça? Un peu, ouais. En fait, moi, j'ai jamais eu ça parce que je m'en fous, en fait. Je m'en fous, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas que je m'en fous. C'est pas que je me dis, ouais, c'est pas important. C'est que j'y pense même pas. Ça vient même pas dans ma Ouais, tête. ça te traverse pas Ça me l'esprit, mais traverse ça, pas c'est l'esprit. génial. Non, non. Mmh. J'ai toujours un geste. Souvent, d'ailleurs, c'est sur scène pour vérifier si ma baguette est ouverte. Mais, euh, mais, mais en fait, mon esprit est occupé à si c'est en présentiel, je regarde les gens qui sont dans la salle, je dis bon voilà, c'est tel type de personne, l'information, c'est comme ça que je dois le prendre. Il y a des gens plus âgés, je vais prendre ça, les références c'est ça. Il y a des plus jeunes, il faut que je pense aux plus jeunes. Et vraiment, je me dis toute l'audience doit vraiment piger ce que je suis en train de passer comme info. C'est vraiment ça le plus important pour moi. Après, le reste, on y pensera. Ça ne veut pas dire que après la conférence, je suis soulagé, je vais me coucher. Non, souvent et pendant des années, c'était comme ça. Après les conférences, j'avais une poussée d'adrénaline qui était tellement forte pendant que j'arrivais pas de toute façon à aller me coucher avant 3 heures ou 4 heures plus tard. Je sautais sur place et puis parfois, eh bien, c'était là où ça commençait à me prendre. Mais t'as parlé de ça, mais t'as dit ça, tu l'as dit comme ça, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est truc. Un jour, j'ai fait une conférence. Un jour, j'ai fait une conférence qui a mis. J'ai toujours des énormes mugs. Et en fait, je mets le mug à ma bouche et au moment où je le mets, la lance du mug casse. Et le mug tombe, mais tellement droit sur la table qu'il a même pas rebondi. Ça fait PAC et j'ai pris tout le thé bouillant dans la tronche. Et donc, et donc, en fait, j'étais en train d'essayer de donner le change. Et je regardais les commentaires et personne disait rien. Je me disais, les gens sont ils sont très respectueux, très gentils.
T'as de la chance que j'étais pas là, Mais hein. tu étais là, je crois, en plus. Je crois que tu étais là. Et en fait, j'ai regardé les images derrière. Alors, je me suis pris la tête pendant 1 heure jusqu'à ce que ce soit que j'ai accès au replay pour retrouver le moment. Et en fait, ça ne se voit pas du tout. Mais c'est incroyable. Ah Mais oui. pendant 1 heure, la parano que j'ai pris, c'était ouf. J'étais là, enfin, non, non, c'est pas possible. Mon Dieu, mais les gens sont vraiment gentils, sont vraiment gentils. Et en fait, j'étais tout trempé pendant toute la conférence, mais ça s'est pas vu. Alors, écoute, voilà. Non, mais des déboires comme ça, il y en a eu plein. Mais c'est plus après coup que je me pose des questions parce que voilà, parce que j'ai que ça à faire, que avant. Avant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre, comment je peux leur donner l'info. C'est ça qui m'occupe. Tu as quand même ce talent de modéliser pour du plus grand, ce que tu as testé et validé, voire inventé toi-même. Comment ça se passe pour Scan? Donc, déjà, si tu peux me dire un petit mot de Scan, même si mes auditeurs en ont déjà un petit peu entendu parler. Mais voilà, c'est quand même particulier. Donc, comment ça se passe là? Comment tu sais que ça va pouvoir s'offrir au plus grand nombre? Bah, en fait, c'est assez simple parce que déjà, moi, je considère pas que ce que je suis capable de faire est un don. Tu vois? Je pense pas qu'en fait, je sois le seul à pouvoir faire quoi que ce soit. Je pense que, par exemple, je suis pas un enfant du développement personnel, donc si moi je comprends les choses du développement personnel, tout le monde peut le comprendre. Je pense que je suis pas un enfant de la conscience de richesse, donc si moi j'arrive à acquérir la conscience de richesse, tout le monde peut le faire. Je pense pas que je sois un mec qui est quelque chose de plus que les autres, donc je me dis si moi j'y arrive, les autres y arrivent. Pour le scan, c'est donc la capacité à connecter les informations dans l'énergie, c'est-à-dire à ressentir les choses et à se fier à ce qu'on ressent comme une information qui va nous aider. Et je sais que, en tant que hypersensible, je ressens beaucoup de choses dans les lieux où je vais, avec les gens que je fréquente, mais j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent ah là là, j'en étais sûr. De toute façon, dès que j'ai vu cette personne, je l'ai pas senti. Et en fait, je regardais autour de moi et je voyais qu'il y avait beaucoup ça. Donc ça, c'était pour moi quelque chose qui a toujours été une sorte de questionnement. C'est pourquoi en fait les gens passent leur temps à dire qu'ils l'avaient senti, qu'ils en étaient sûrs, etc. Et pourquoi ils n'écoutent pas ça. Et pourquoi moi je le fais aussi et que j'écoute pas ça. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment de ma vie un peu particulier qui a fait que je ressentais encore plus fort ces informations dans l'énergie, et notamment dans le corps des gens. Et il a fallu du temps pour me rendre compte que donc tout ça est lié à un accident que j'ai eu. Et en fait, je suis revenu de cet accident-là. Et en fait, j'étais tellement dans cette hypersensibilité que parfois, bah, les gens en face de moi me rendaient pas très bien. J'avais mal au dos, j'étais pas bien. Et quand ils s'en allaient, eh bien, j'avais plus mal. Et je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'en fait, bah, je ressentais leurs douleurs vertébrales, je ressentais les douleurs articulaires, je ressentais autre chose que juste l'émotion de leur énergie, de leur mood. Je ressentais leur mood, mais je ressentais aussi leur corps. Et ça, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Donc, j'ai senti qu'à un moment donné, j'avais le choix entre totalement oublier ça, c'est-à-dire fermer la porte à ce truc-là, soit essayer d'en faire quelque chose. Et donc, j'ai moi-même utilisé le ressenti, notamment dans les ateliers, où à chaque fois que les gens ils me disaient bah écoute moi je suis dans telle situation, je sentais qu'en fait c'était contracté ou totalement ouvert, donc parfois je sentais aussi que ce que les gens me disaient était totalement contraire à ce qu'ils ressentaient, donc je voyais où on me racontait des conneries, pas des conneries, et je me disais bah, c'est pratique cet outil, tu vois. Et en fait donc ça a été pendant plusieurs années comme ça. Petit à petit les clients se sont quand même rendus compte qu'il y avait autre chose que l'écoute, qu'il y avait aussi beaucoup de ressenti, parce que moi-même je disais bah, en fait on sent ton corps, il est ceci, il est cela. Et je me suis dit mais ça c'est absolument génial, ça doit être incroyable pour les thérapeutes de pouvoir faire ça. Alors comme pour le reste, j'ai commencé à réfléchir à comment moi-même proposer ça. Et puis j'ai fait des séances, alors j'en ai fait plusieurs centaines, j'en ai fait 764 je crois exactement, avant de me dire, bah écoute, propose-le en formation, c'est-à-dire forme des gens, parce que 760 scans plus tard, tu sais exactement comment le truc fonctionne, tu sais Mmh. comment l'ouvrir, comment l'arrêter, tu as compris aussi comment tu pouvais organiser une séance, quelle était l'éthique avec ça. Donc tu vois, moi je me disais, ça m'intéresse jamais d'utiliser les choses pour moi, tu vois, comme pour l'accompagnement à la réussite. Ça m'intéresse jamais d'utiliser les choses pour moi. J'ai l'impression que c'est non-assistance à personne en danger. Je me dis, à partir du moment où tu formeras des gens, ces gens seront au départ peut-être des dizaines, puis des centaines, maintenant des centaines, des plusieurs centaines de scanners sur le marché qui eux-mêmes s'occupent des gens et qui eux-mêmes règlent des problèmes. Donc ça va beaucoup plus grand, ça expanse plus vite, quoi. Donc cette surmultiplication, pour moi, elle est importante du point de vue de l'humanité.
Donc je me dis, comment tu vas calibrer ça dans une formation? Et c'est là où j'ai commencé à proposer la formation. Et la formation, elle a démarré très très fort, très vite. Et donc voilà, maintenant on est à 400, 500 scanners à chaque session parce que je bloque. J'ai bloqué l'année dernière à 450, mais on aurait pu prendre 700 personnes quasiment, mais c'est trop. À un moment donné, moi, il faut que je sois concentré. Et il se trouve que je me sers du scan aussi pendant la formation, donc je scanne tout le monde. Donc scanner 400 personnes en même temps, ça va, mais scanner 700 personnes, je m'épuise, quoi. J'ai fait une session, on était 550. C'est la session qui m'a le plus épuisé. J'étais complètement cuit après cette formation. Donc je me suis dit, prends moins de monde, concentre-toi. Et en fait, 450, 500, ça marche. OK. Tu transpires un peu avant la première fois où tu en parles de cette formation? La première fois où tu diffuses la possibilité de faire cette formation scan? Pas quand j'ai parlé de la formation, c'est quand j'ai proposé à ma liste de faire des séances avec moi, où là, ça a été un truc Ah oui. tellement bizarre. En fait, on avait été, avec mon associé, on avait été invité à participer, enfin, être intervenant dans une croisière. Et en fait, c'était un outil que moi j'utilisais. Je l'utilisais beaucoup avec lui. On rigolait beaucoup. Parfois, il nous arrivait, enfin, lui trouvait ça assez incroyable. Il nous arrivait de regarder. Tu sais, comme on était tout le temps ensemble, on faisait des ateliers, des conférences partout. Une fois, on était dans un Airbnb, la télé était allumée, et il était en train de regarder un reportage sur quelqu'un qui avait la phobie des pigeons et qui vivait à Paris. Donc, tu vois, il faut déjà le vouloir. Et moi, j'étais dans la cuisine, j'étais en train de ranger, faire la vaisselle, et en fait, je lui dis, tiens, tu sais quoi? Je te dis exactement comment elle est physiquement. Et en fait, physiquement, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et il me dit, non, mais c'est pas possible, tu l'as vu et tout. Et je lui dis qu'elle s'habille comme ça, etc., etc. Parce que le scan nous donne aussi des indications sur la psychomorphologie. Et, euh, et donc, on rigole, et il me dit, mais il faut vraiment, vraiment que tu fasses un truc. Je lui dis, non, 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 je fais rien pour l'instant. Je ressens, c'est déjà très bien. Et il dit, mais vraiment, il faudrait que tu fasses quelque chose. Je lui dis, bon, bref, on n'en parle plus. Et après ça, on va sur cette croisière, on était invités. Et bah, les croisières, c'est un gros bateau. Alors voilà, hein, tu traînes, même la nuit. Donc là, devait être à peu près 3 heures du matin. On était dans l'espace, on était à la terrasse d'un bar à smoothie qui était fermé. On était une quinzaine et on rigolait, on se racontait des conneries, on rigolait. Et en fait, et lui, il dit, est-ce que vous savez que Laurent est capable de lire dans votre corps? Tout le monde, quoi? Ouais, il est capable de dire exactement comment vous êtes physiquement, les articulations, la colonne vertébrale. Bon, et sur ce, il se lève et dit, moi, je vais me coucher. Et il se casse. Et il me laisse tout seul avec tous ces gens qui me regardent en me disant, quoi, tu sais vraiment faire ça? Je dis, ok, ouais, mais bon. Et il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui me dit, tu peux tu peux me scanner, enfin, tu peux me le faire à moi, me dire. Donc je dis, écoute, ouais, alors je commence à lui dire, ouais, tu as les cervicales qui sont comme ça, tu as le dos qui est comme ça, tu as des vertèbres qui sont déplacées là, 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 et tu as ton bassin qui avance sur ta jambe droite, là, allez, un petit centimètre. Ah bon? Ouais, tu marches un peu de traviole, en fait. Donc tout le monde rigole, tout le monde, c'est génial. Et il y a quelqu'un qui est là qui me dit, tu sais, Laurent, je suis ostéopathe, est-ce que je peux vérifier ce que tu dis? Le prends pas mal, je lui dis, mais Ah! non, au contraire, c'est génial. Et donc, il commence à ausculter, et puis il me dit, mais non, c'est effectivement ça, il y a ça et ça. Ah oui, mais c'est ça. Et quand il arrive au bassin, il dit, tu sais quoi, je crois qu'en consultation, je ne l'aurais pas vu, alors qu'effectivement, elle a le bassin qui avance d'un centimètre sur la droite. Donc, je dis, oh, écoute, c'est super. Wow. Bon, là-dessus, on va se coucher. Tout ça est très anecdotique, sauf que le lendemain matin au petit déjeuner, j'ai une personne qui vient me voir en me disant, il paraît que tu fais ça, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 10, puis 15, puis 20. Il y avait 250 participants, il y a à peu près, allez, on va dire 120 personnes, 130 personnes qui sont venues me voir le matin même en me disant, tu pourras me faire une lecture, tu pourras me faire une lecture. Bon, sur le bateau, j'en ai fait quelques-unes. Et en rentrant, je me suis dit, il faut proposer ça aux gens, puisque ça a l'air de leur apporter vachement de choses. Notamment une jeune fille qui est une nana que je connais bien aujourd'hui et que j'adore, qui était totalement introvertie. On a fait une lecture énergétique, donc un scan sur le bateau, qui l'a, enfin moi je le vois à partir de ce moment-là, totalement changé. Aujourd'hui, elle est hyper épanouie à partir de ce moment-là. Et je me dis, c'est un moment clé. Si ça peut être des moments clés pour les gens, alors il faut le faire. Tu peux pas ne pas le faire. Et donc je suis rentré et j'ai pris mon ordinateur pour envoyer un mail à ma liste en leur disant je fais ça. Sauf que moi, j'étais connu pour le business, tu vois, j'étais connu pour la conscience de la richesse, C'est ça. pas du tout pour des trucs énergétiques. Donc là, je me dis, bon, j'ai commencé à écrire le mail et d'un seul coup, en écrivant le mail, je sens une fatigue, Camille, mais comme si on m'avait mis quelque chose dans mon verre, quoi. Je sens que mon corps tient plus, que je me lève, je vais me coucher, boum, je dors pendant 3 heures.
Je me lève, vraiment, je me dis: «Oh là, qu'est-ce qui t'est arrivé?» et tout. Je me remets sur mon mail, je continue d'écrire mon mail, donc il disait: «Oui, vous me connaissez pour ça, ça, mais maintenant vous savez que, certains qui me connaissent bien savent que», et donc j'ai décidé de, et d'un seul coup, grosse fatigue. C'était mon corps qui voulait pas, tu vois, la mise en danger. Là, j'étais en train de me dire, de toute façon, c'est un suicide, hein, c'est un suicide social, c'est un suicide professionnel, c'est un suicide de tout, là. Et donc, boum, je suis retourné me coucher 2 heures, je me suis relevé, j'ai terminé mon mail, j'ai dit à Marie qui était avec moi, j'ai dit, tiens, Marie, est-ce que tu veux bien lire le mail? Elle me dit, oh là, t'es sûr que tu envoies ça et tout? J'ai dit, écoute, ça passe ou ça casse, mais je peux pas ne pas le faire, tu vois. On a envoyé le mail et je suis retourné me coucher, j'ai dormi tellement mon corps était en réaction, c'était un truc incroyable. Le lendemain matin, on se lève. Donc tout ça, c'était un dimanche. Le lendemain matin, on se lève, on va au boulot, comme voilà. Et j'arrive, et Léa, elle me dit, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, ouais, comment ça? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Il y a 75 rendez-vous. Donc le matin, le, le lundi matin à 9h, j'avais 75 demandes de rendez-vous. À midi, je crois que j'en avais 120. Et en fait, on en a fait 300 dans la journée. C'était n'importe quoi. On se dit, mais où on va caler les gens? Donc on commençait à dire, là, il y a 2 mois d'attente. C'est pas grave, je m'en fous, j'attendrai 2 mois. Et en fait, voilà, il y avait un seul client qui m'a insulté en disant que j'étais un charlatan, avec qui j'ai discuté, qui a fini par dire oui, effectivement, c'est peut-être possible, mais bon, ça vient chercher des choses chez moi. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Et après, quand j'ai fait la formation, donc quand j'étais là, j'ai fait la formation, j'étais surtout hyper content que les gens arrivent à la formation en se disant que, enfin, s'ils étaient là, ça voulait dire qu'ils pensaient que c'était possible pour eux. Je me disais, en fait, je vais me retrouver avec des gens qui ont envie de permettre à d'autres gens, comme moi, enfin, comme je le fais, de trouver des clés, quoi. Je me suis dit, je suis plus tout seul. Et en fait, voilà, il y a des scanners de ouf dans cette formation, des scanners de dingue. Attends, c'est quelque chose. Et j'ai quand même une petite question, quand tout ton corps dit non, et t'entraîne à aller te coucher, tout ça, est-ce que là, on doit pas se dire: «C'est un message du corps qui veut pas et c'est pas cette route que je dois prendre»? Moi, je crois que c'est surtout un message de l'ego qui flippe sa race. Là, c'est l'ego qui prend Ouais, c'est le qui l'ego, qui quoi. prend le pouvoir sur le C'est corps, l'ego, quoi. ouais. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, bon, ça faisait quand même quelques temps, hein, ça fait quelque temps que je prends plus de décisions avec ma tête, quoi. Donc voilà, ça fait, je sais pas, ça doit faire une dizaine d'années maintenant que mes décisions passent d'abord par l'énergie. Donc quand je fais ce mail, je suis aligné avec moi. Par contre, effectivement, j'ai une peur égocentrée de me casser la gueule, de cramer mon business, de me prendre aussi une volée d'insultes, parce que il y a des gens qui sont pas très à l'aise à entendre ça, hein. Mais ça s'est pas passé. Mais la peur, elle était là, oui. Après, je suis pas vraiment un traqueux. J'ai pas le trac parce que je pense que ça fait maintenant, je te dis, à peu près 10 ans où j'essaye de plus avoir d'avis sur moi, de qu'est-ce que je vais devenir, de qu'est-ce que ceci, que je m'en fous en fait. Je m'en fous. En fait, cet incident qui m'a amené au scan, c'est un arrêt cardiaque. Enfin, mon cœur s'est pas arrêté, mais est descendu à très très peu de pulsations. Il se trouve qu'en fait, enfin, ce moment-là s'est passé où j'étais chez moi et il y avait 2 amis que je connaissais absolument pas. C'est les amis d'une amie qui en fait étaient urgentistes à l'hôpital. Donc en fait, ils se sont occupés de moi. Donc mon cœur s'est pas arrêté. Mais je me suis relevé de ça en me disant, en fait, je suis mort. Tu vois, ça y est, je suis mort en fait. Là, il se trouve que je suis pas mort parce qu'ils étaient là, mais en gros, je suis arrivé jusqu'au moment où je me suis tué moi-même. Donc j'ai toujours vécu le reste comme une sorte de bonus. Et ce bonus-là fait que j'ai rien à défendre. Tu vois, j'ai ni un honneur particulier, ni ci, ni ça. Je m'en fous en fait. Moi, je suis là, c'est du bonus, et ce bonus, il doit permettre aux gens d'être plus heureux. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pas ces questionnements-là. Et je sais qu'ils existent, hein, je les vois partout, chez mes clients et tout. Mais il y a un moment donné où je suis plus dans la quête de l'amour de moi-même, je m'en fous totalement. Ce qui m'intéresse, c'est de participer et de contribuer le mieux que je peux, et de la façon la plus authentique, parce que sinon je m'emmerde. Et voilà quoi. Mais me dire, est-ce que tu fais ça correctement, est-ce que machin, est-ce que truc, est-ce que ton corps te dit non? Je me dis, moi, la ferme. Les gens, ils en ont besoin, fais-le, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Voilà. Mais quand on fait des programmes, avec toi, c'est vrai que de t'entendre nous répéter ça souvent, ça fait beaucoup de bien, quoi. Moi, je j'arrive pas à me lâcher la grappe si souvent que ça, mais c'est vrai que quand on est dans ton programme de coaching et qu'on entend régulièrement: «Arrêtez d'avoir des avis sur vous-même», waouh, la place que ça crée, instantanément, c'est incroyable, quoi.
Et d'ailleurs, pourquoi et comment, au cours de ton programme Tout est possible, on se met tous à oser des tas de choses? C'est quoi la recette magique? Moi, j'ai travaillé sur beaucoup de leviers. Il y a le levier psychologique, changer la pensée pour changer son action, pour changer le résultat de l'action, etc. Ensuite, passer à l'action, c'est-à-dire aller physiquement, se déplacer physiquement pour faire les choses en disant que c'est ça qui va générer le changement. Après, j'ai pensé, enfin, il y a l'école de la spiritualité, de l'ouverture de conscience, et puis après, il y a l'école de l'énergie, c'est-à-dire mon alignement intérieur, et puis voilà. Moi, je me suis dit, en tout cas, j'ai travaillé pour trouver un outil qui soit psychologique, émotionnel, euh, énergétique, physique et spirituel. Et c'est le processus de matérialisation qui s'apprend en 3 heures. C'est-à-dire, tu vas dans la paix, une fois que tu es bien posé dans la paix, tu crées une image psychologique, tu crées une image qui est une image de ce que tu veux vraiment vivre et tu le crées dans l'absolu, c'est-à-dire dans une situation qui est vraiment géniale, qui est vraiment parfaite. Donc forcément, tu vas ressentir une émotion de plaisir à vivre ça. Donc c'était psychologique, ça devient psycho-émotionnel. Okay, parce que tu travailles ça régulièrement, du coup, ta fréquence, ton énergie intérieure, elle change, ta fréquence, elle change, parce que tu rajoutes, on va dire, des temps d'espoir, de bonheur, etc., vers cette direction-là. Donc, c'était psychologique, émotionnel, énergétique. Puisque tout ça, tu le ressens dans le corps, bah, ça devient physique. Et ensuite, c'est spirituel parce que tout ça mélangé te permet de saisir des opportunités, donc d'ouvrir les yeux sur des opportunités qui étaient à côté de toi, que tu voyais jamais, simplement parce que tu étais focus sur tes emmerdements. Et donc, c'est là où, en fait, la vie commence à devenir magique parce qu'il y a des synchronicités, parce qu'il y a des hasards, parce qu'il y a des coïncidences. Et ça, pour moi, c'est vraiment le côté spirituel de la vie. C'est que parce que je change de mood, parce que je me fixe sur quelque chose qui est merveilleux, parce que je ressens le bonheur régulièrement, parce que cet exercice, on le fait 6 fois, 8 fois, 10 fois dans la journée, bah, puisque je mélange tout ça, j'ai l'impression que d'un seul coup, oh bah tiens, il se passe ça, oh bah tiens, il se passe ça, comme si d'un seul coup on était béni, alors que c'est juste qu'on ouvre les yeux sur des choses qu'on voyait pas avant, mais c'est quand même extrêmement spirituel. On a l'impression que le monde est avec nous, que Dieu nous regarde, alors qu'en fait, on est juste en train de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et on a c'est ça, des coïncidences, des hasards. Ah, vous savez quoi, j'avais besoin de 3 700 €, machin, nanana. J'ai reçu une lettre qui dit, voilà. Donc c'est ça, Excellent. où on dit, putain, mais c'est incroyable, c'est magique. En fait, oui, c'est ça qui est spirituel. Je pense pas que ce soit magique, je pense que c'est spirituel. Et moi, je crois qu'effectivement, un peu comme dans Matrix, on crée intégralement notre environnement, et ça, ce genre de choses qu'on crée. Et le côté matériel et figé, limité de la vie, bah, commence à devenir totalement malléable. Enfin voilà, c'est génial. Donc voilà, je pense que quand on a un outil psycho-émotionnel, physique, énergétique et spirituel à portée de main, et qu'en plus ça fait des miracles, bah, je sais pas s'il faut s'en passer, quoi. Tiens. Vous avez la recette? La recette, elle n'est pas difficile à trouver. J'ai écrit un livre là-dessus. La recette, elle n'est pas difficile à trouver. En fait, c'est l'application. Et c'est pour ça Bien qu'en sûr. fait, je crée des terrains d'entraînement. Le programme, c'est un terrain d'entraînement de 12 mois. Et en fait, on s'entraîne ensemble à appliquer ça, à appliquer ça, à appliquer ça. Parce que ça a l'air, c'est une théorie, mais tout ce qui reste théorique n'a pas véritablement d'intérêt. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup en tout cas de m'avoir laissé l'espace pour pouvoir en parler et puis pour me raconter un petit peu, parce que c'est vrai que ça, c'est vrai que je sais pas, j'aime bien avoir un espace dans lequel je puisse expliquer aux gens que bah en fait ça peut se passer mal, et au milieu de tout ça, bah, il peut y avoir aussi des, je sais pas, des chemins dans la vie qui nous mènent à quelque chose qui est plus joyeux. Aujourd'hui, j'ai une vie tellement heureuse, je pense que j'avais pas moi-même idée que ça puisse exister. Et bien, si les gens, à travers ce témoignage, se disent, bah voilà, pourquoi pas moi, eh ben, ce serait formidable. Carrément. Et ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que pour moi, il a peut-être fallu 3 mois quand même pour le capter, le processus de matérialisation, hein. Je dirais pas non plus, 5 minutes, mais et après c'est de l'entraînement et après c'est de l'entraînement parce que oui, pourquoi on reste dans tes programmes? Ah ben, pour continuer à s'entraîner tous ensemble. Mmh. Merci pour tout, merci pour ces programmes, merci pour ce moment avec toi et voilà, longue vie à tout est possible. Merci beaucoup, Camille, t'aimes très fort. Moi aussi, je t'embrasse fort. Merci.
Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des étoiles selon les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Les avis aussi me seraient très précieux, soit sur les plateformes, soit sur mon mail camille@lacolonie.net. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Déjà, vous serez informé de la sortie de chacun des épisodes. Et en plus, chacun de mes invités tient toujours à partager un petit cadeau aux abonnés de ma newsletter, soit sous forme de concours, soit autrement. Mais en tout cas, toutes les modalités de jeu sont expliquées à l'intérieur de la newsletter. Alors, abonnez-vous!